Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. On parle auto. Bonjour l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence. Happy birthday to you. Non, c'est pas mon anniversaire. Ah bah non, je parle pas du tien, pardon, du vôtre. Je parle de ce qui nous a sauvé la vie quand même plusieurs fois. Pas moi, j'ai jamais en fait testé le déclenchement d'un airbag dans une voiture. Oui, moi non plus. Parce que l'airbag a aujourd'hui même, oui. 50 ans. Yes. C'est Mercedes qui l'a inventé, on vous expliquera tout à l'heure comment ils ont fait. Alors il y a des images fabuleuses qu'on doit voir sur le site Mercedes, je pense, et les ingénieurs qui l'ont mis au point à l'époque l'ont testé eux-mêmes dans les voitures. C'est à mourir de rire. On en parlera évidemment, mais l'airbag, 50 ans aujourd'hui, happy birthday, c'est quand même un sacré outil de sécurité routière. Tiens d'ailleurs, à ce sujet, si vous avez déjà eu la vie sauvée ou un accident grave d'éviter grâce, en tout cas un impact grave d'éviter grâce à l'airbag, appelez-nous 0826 300 300. On va parler aussi de la plus faible consommation financière d'un plein d'énergie pour les voitures. L'essai de la semaine, c'est la Kia EV6. Donc une voiture électrique. EV c'est EV. Hein. Ouais, EV6, voilà, on va le dire en français. Oui. J'ai fait le plein en 16 minutes pour un tarif de 4,64 € exactement. Alors ceux qui enterraient la voiture électrique il y a encore quelques années vont devoir réviser leur copie parce qu'aujourd'hui, au moment où on se préoccupe des carburants très chers, l'électrique, je suis désolé, c'est une solution. Et ceux qui disent on ne peut pas aller loin, vous voyez, vous arrêtez 16 minutes et vous récupérez pratiquement 400 km d'autonomie. Ok, 4 €. 4,64 €. Ok, je vais vous épouser parce que non, votre femme ne va pas être d'accord. Ça fait 1,55 € les 100 km en fait. Allez, on va effectivement parler de beaucoup de choses dans notre rendez-vous. On parle auto avec vous, vous le savez, puisque vous êtes attendu 0826 300 300 avec ces rendez-vous qui vous sont vraiment dédiés. Vous avez une question à poser, pratique, voiture à acheter, tout ce qui concerne votre auto. Vous nous rejoignez 0826 300 300. Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Allez, tout de suite, c'est donc une question pratique. On va commencer, on aime bien, avec Patrick qui nous rejoint sur Sud Radio. Bonjour Patrick. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bonjour Patrick. Bonjour Jean-Luc. Vous allez bien? Alors, oui. Écoutez, nous on va très bien. Très content de vous avoir. Très bien, merci. Donc on va parler d'alcool avec vous. Non, pourquoi? Laurence, c'est une spécialiste. Non, de vin, mais pas d'alcool. Plus en bouteille. C'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro. Je fais une petite parenthèse très courte pour pas que je me fasse engueuler parce que je fais des parenthèses. Au Brésil, moi je me souviens, il y a 30 ans, les gens allaient à la pompe à essence. Alors c'est du 100% éthanol. Oui, c'est du 100% là-bas, oui. Et ils achetaient du carburant pour faire de la caipirinha. Sauf que vous n'avez pas entendu l'ami Jean-Luc, la jolie blague de Patrick, c'est l'heure de l'apéro. Voilà. Ah oui. C'était mon émission sur France Inter à l'époque, avec Patrick, avec M. Coff. On vous écoute, Patrick. Donc voilà, après avoir souvent suivi les conseils de Jean-Luc, j'ai eu acheté, on l'a toujours d'ailleurs, une Sandero GPL. À l'époque, c'était l'affaire du siècle. J'ai eu une Laguna GPL que j'avais fait équiper chez Borel à l'époque. Et puis par la suite, on a eu deux Laguna 3 éthanol. Qu'on en a vendu, et maintenant actuellement j'ai une Mégane TCE 160 EDC. Et donc vous aviez eu des gens, je me rappelle au niveau de Renault, qui me semble-t-il oui, en fait j'avais posé la question au responsable développement moteur à l'époque quand ils ont sorti le 1,3 litre TCE. Je lui avais demandé mais pourquoi vous sortez pas une version éthanol, et on était à table, il m'a dit mais si, il roule à l'éthanol notre moteur. J'ai reposé la question pour être sûr qu'il ait bien compris. Il y avait aussi la responsable du programme Clio parce que c'était en fait les essais de la Clio, et je lui ai dit mais attendez, votre voiture, si je mets de l'éthanol dedans, elle fonctionne. Ils m'ont dit oui, elle fonctionne. Je dis mais pourquoi elle n'est pas homologuée? Ils m'ont dit parce que pour la faire homologuer c'est plus compliqué. En particulier, ce qui pose problème avec l'éthanol, c'est le démarrage à froid, parce qu'il y a une surémission d'éthanol à l'échappement, et c'est considéré dans l'homologation comme une émission d'hydrocarbures à l'échappement, donc ça passe pas. C'est pour ça que c'est compliqué de faire homologuer un véhicule à l'éthanol. Alors Renault n'a pas homologué ce moteur pour rouler à l'éthanol, mais il accepte l'éthanol. Vous voyez la différence. Si vous en mettez dedans, il ne sera pas en panne. Par contre, vous perdrez la garantie puisqu'il n'est pas homologué pour rouler avec ce carburant. Voilà, j'ai la garantie, moi, Renault, qui se termine dans un mois, et après j'ai une garantie supplémentaire. Là où on avait acheté la voiture, c'était un mandataire. Alors là, depuis le 1er avril, ils ont l'autorisation maintenant, on a l'autorisation de faire passer ces véhicules en FAP ou plus de 14 chevaux. Enfin, c'est pas le cas pour les chevaux ou pour la mienne. Mais il y avait eu des boîtiers qui avaient été proposés, notamment chez Biomotor, pour pas les nommer,
quand on faisait le test. Et depuis, ça a disparu du. Alors ça y est, ça revient. C'est la bonne nouvelle. Ouais, alors comme vous aviez parlé de pompe à essence, de soucis de pompe à essence sur ce véhicule, si on roule à l'éthanol. Vous m'écoutez religieusement. Tous les samedis. Religieusement, vous savez quoi? C'est un ingénieur de chez Continental qui m'avait appelé. Qui m'avait appelé chez moi. À retenir certaines choses. Il m'avait appelé chez moi en me disant Monsieur Moreau, vous avez raison, ce moteur il roule à l'éthanol, mais par contre la pompe à essence à 50 000 km risque de tomber en panne. C'est nous qui les fabriquons, donc on sait très bien de quoi on parle. Et il m'a dit il faudrait modifier la pompe à essence. Alors ça sera le risque sur ce moteur-là. Il roule à l'éthanol. Vous pouvez mettre un boîtier également, parce que ça y est, Biomotors vient d'homologuer les boîtiers. Et surtout, ils ont finalisé les tests avec. Donc si vous voulez rouler à l'éthanol, vous pouvez, en sachant que vous prenez ce risque. Ça ne veut pas dire que ça va tomber en panne. Mais le fabricant dit, moi je ne la garantis pas, cette pompe, si elle tourne à l'éthanol. D'accord. Bon. J'ai une question. Donc, si on changeait cette pompe à essence en même temps qu'on met, est-ce que ce serait possible? Oui. Est-ce qu'il y en a une qui est compatible d'ailleurs? Exactement. Parce que le même ingénieur de chez Continental m'a dit, mais on a une pompe équivalente qu'on monte sur les voitures qu'on vend au Brésil, par exemple, qui accepte même du 100% éthanol. Et avec cette pompe-là, il n'y a plus de problème. Mais du coup, on peut se la procurer où? Faut pas aller au Brésil. Alors oui, non, j'imagine. Je sais pas où on peut se procurer cette pompe-là en Europe, mais elle est fabriquée en Europe. Elle est même fabriquée en France. Bon, Patrick, ça vaudrait peut-être le coup de lancer une recherche. Vous dites quoi? Oui, c'est bien, je vais relancer la recherche. Et puis vous faites un forum après, je pense que vous allez avoir des clients. Surtout, Patrick. Surtout que l'éthanol, vous savez, je l'ai bien connu, quoi, en roulant avec j'avais des Laguna 3 qui fonctionnaient à l'éthanol, c'était génial, quoi. Ce qui est assez incroyable, et à travers le témoignage de Patrick, mais d'autres témoignages dans l'univers des gens qui aiment leur voiture, en règle générale, c'est que l'éthanol, on en parle de plus en plus, mais ça fait longtemps qu'il y a des gens qui roulent à l'éthanol. Moi. Compatible ou pas compatible? Enfin, je veux dire, si, compatible, mais moteur, voilà, c'est dingue. Après, avec boîtier ou sans boîtier. Mais des moteurs compatibles, il n'y en a pas énormément. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais Saab avait fait des modèles. Bon, la marque est disparue, mais Saab avait fait des modèles extraordinaires qui marchaient à l'éthanol et qui proposaient même, qui faisaient 170 chevaux à l'essence et 200 chevaux à l'éthanol. Et le tout avec des surconsommations très mesurées. Moi, j'avais mesuré 12% à l'époque, ce qui était vraiment très peu. Compatible, Patrick et Jean-Luc, c'est que même mon tonton qui avait une vieille 106 qui réparait toutes ses voitures, il avait des super voitures, il adorait ça. Il roulait, elle n'était pas compatible la 106, elle avait je sais pas quel âge. Et il roulait à l'éthanol. Voilà. Après, les Laguna, vous aviez quand même une consommation qui était aux alentours de 9 litres et demi, 10 litres. Oui. Alors, oui. Alors que vous avez des modèles qui étaient prévus dès le départ pour l'éthanol. Par exemple, la Golf, qui était pour moi la multifuel, qui était vraiment la meilleure affaire pendant tout le temps où elle a été vendue en France, qui consomme 7 litres et demi à l'éthanol et qui marchait mieux que tous les autres modèles de Golf. Il y avait pas photo. Ceux qu'on ont d'ailleurs les gardent religieusement. La semaine prochaine, l'essai de la semaine, ça sera la Ford Fiesta éthanol de série. Parlons vrai, Jean-Luc Moreau, parlons vrai. Aujourd'hui, est-ce que l'on peut... Imagine, ma voiture, elle est plus sous garantie. Pour des raisons d'âge. Alors, il y a des moteurs. Ma question, attends. Est-ce que je peux rouler à l'éthanol alors que ma voiture n'est plus sous garantie? C'est un vrai risque. Il y a beaucoup de moteurs qui ne vont pas accepter un fonctionnement à l'éthanol. D'accord. On risque de tomber en panne. D'accord. Non, mais que les choses soient claires. On parle vrai sur. Il y a des modèles qui acceptent bien. Il y a des moteurs qui acceptent bien, puis il y a des moteurs qui acceptent pas du tout. D'accord. Donc c'est un vrai risque qu'on prend. Ok. Voilà. Bon, après, on pose la question à des connaisseurs. Le mieux, c'est la semaine prochaine, je vous dis, pour 18 000 € la Fiesta. Oui, c'est vrai. 18 000 €. Alors, la Fiesta est plus folle avec de l'alcool. Hein. Oui. Ah, ça, je crois qu'ils disaient le contraire, les anti-boissons. Non, mais c'est ce que je dis au début de l'essai. 560 km avec 24 € de carburant. Aujourd'hui, au moment où tout le monde se pose la question comment baisser ma facture de carburant, 24 €, 560 bornes. Voilà, le choix à l'époque avait été fait, mais il n'existait pas de boîte automatique. Mais vous pouviez c'est pareil. Mais le 1,3 litre TCE Renault est un des moteurs qui accepte l'éthanol, puisque ses concepteurs disent qu'ils l'acceptent. Merci à Patrick. Il y a juste la pompe à essence. Merci beaucoup. De rien. Merci Patrick. Merci à vous. Bon week-end. Au revoir. Et vous êtes le bienvenu. Dans quelques instants, on va parler d'airbag. Et je ne parle pas des miens, je parle bien de ceux que vous avez dans votre volant, dans votre voiture. Puis, il y en a un paquet dans la voiture. Comme moi. Il y en a un paquet. Il y en a même à l'arrière. Il y a des airbags frontaux à l'arrière. Ah. Oui, sur la Mercedes Classe S.
Vous savez qu'il y a des garçons toujours bien intentionnés qui ont changé un peu. Oui. Allez, bon, on parle des 50 ans du vrai airbag, celui qui sortait du volant, ou du contour du volant. C'est un anniversaire sur Sud Radio aujourd'hui. À tout de suite. Parler de sécurité, je n'ai qu'une phrase à vous donner. Je demanderai à mon ami Jean-Luc Moreau de ne pas réagir. Si je vous propose de faire le plein à 4,64 € seulement pour faire, on va dire, les 300 km. Est-ce que ça vous branche? C'est qu'à de le dire. Rendez-vous dans quelques minutes sur Sud Radio dans On parle auto. Mais tout de suite, Happy Birthday! Exactement, le 23 octobre 1971 naissait le petit airbag. Il était déjà bien dodu. C'était un peu comme le bonhomme Michelin à l'époque. Bien dodu, et c'est Mercedes qui lui a donné naissance. Et on a avec nous Grégory Delepine, qui est responsable presse et relations publiques de Mercedes-Benz Car. Oh yes. Hello, Grégory. Bonjour Grégory. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Alors une petite question avant de parler de l'airbag. Grégory, elle fait rêver, votre Mercedes UKS là. Ah oui, avec une autonomie de 785 km maintenant, désormais. Les essais début décembre, France, c'est ça? On espère début novembre. Début novembre. On attend les voitures encore. Je suis dispo. Alors revenons à l'airbag. Alors revenons à l'airbag. Alors 1971, le brevet de l'airbag, mais ça avait démarré un petit peu avant les recherches sur l'airbag chez Mercedes. Exactement. En fait, dans les années 60, 66 pour être exact, Mercedes réalisait ses premiers essais avec l'airbag. Et ça avait déjà commencé dans les années 50. Mais en fait, il nous manquait de la technologie, notamment des détecteurs de choc à l'époque. Oui. Et puis ce qui a été vraiment le tournant, c'était le fait de pouvoir déclencher cet airbag le plus rapidement possible. On parle de dizaines de millisecondes à l'époque. Oui. Alors, je vais réexpliquer le fonctionnement de l'airbag. En fait, il y a des accéléromètres qui sont dans la voiture qui détectent le choc. Et à ce moment-là, vous avez la mise à feu dans ce qu'on appelle un propergol. C'est comme ce qui fait voler les fusées. Donc, en fait, c'est une explosion qui se passe dans l'airbag, donc il va se gonfler à toute vitesse, il va se dégonfler presque aussi vite, parce que s'il restait gonflé, vous seriez blessé. C'est-à-dire, au moment où vous allez taper dedans, il est déjà en train de se dégonfler. Donc il fallait à l'époque avoir ces fameux capteurs qui n'existaient pas, et puis il fallait avoir un matériau qui résiste suffisamment à la pression d'un coup, quoi. Si vous aviez mis un ballon de baudruche, il aurait explosé en le gonflant avec ce propergol. Donc c'est pour ça que ça a pris un petit peu de temps. Mais ça s'est bien développé depuis. Aujourd'hui, Grégory, dans une classe S, qui est votre dernier modèle, il y a combien d'airbags? C'est juste la folie, quoi. On en compte jusqu'à 14 airbags. Il y a des airbags, effectivement, il y a toujours l'airbag conducteur et puis passager, qui a fait son apparition dans les années 80. Mais maintenant, il y a des airbags latéraux, il y a des airbags de fenêtre, il y a des airbags de genoux. Et puis, dans la dernière classe S, on a créé un nouvel airbag. On présente un nouvel airbag qui est un airbag pour les passagers arrière, un airbag frontal, qui permet en fait de libérer comme une cage et qui va permettre de protéger les occupants à l'arrière des chocs frontaux, mais aussi des chocs latéraux. D'accord. Alors évidemment, là on parle Mercedes, mais ça existe maintenant sur toutes les autres marques. Oui, ça existe. Peugeot, ça a même été rendu. BM. Ça a même été rendu obligatoire aux États-Unis en 1997 pour les 2 places avant. Et vous avez les chiffres du nombre de vies qui ont été sauvées aux États-Unis en 1997, l'ami Jean-Luc? Non. Grâce au airbag. Je l'ai, 2620 personnes. Si, les statistiques américaines disaient qu'en 97, 2620 personnes avaient été sauvées grâce aux airbags. Tiens, on va faire un peu poil à gratter. Pour la sécurité routière en France, les airbags ont sauvé 0 personne depuis qu'ils existent. C'est juste scandaleux, quoi. D'ailleurs, pourquoi est-ce que les constructeurs ne communiquent pas plus là-dessus? Grégory, vous avez quoi? Vous avez du mal à dire que les systèmes de sécurité sur les voitures sauvent des vies? Comment c'est possible, ça? Ah non, nous on a toujours dit, déjà dans un premier temps la ceinture de sécurité, puis les airbags, puis les cellules de déformation. Je pense que c'est ça aussi qui a permis aussi de sauver pas mal de vies. Donc je pense que. Et puis les systèmes actifs avant, parce que là on parle des systèmes passifs qui au moment de l'accident vont vous éviter les blessures graves. Mais il y a tous les systèmes qui évitent l'accident, l'ABS, l'ESP. Et là en la matière, Mercedes aussi a été le premier à mettre l'ESP en série. Et c'est vrai que ça contribue beaucoup à la sécurité de nos voitures aujourd'hui. Et aujourd'hui, Grégory, vous qui travaillez évidemment pour Mercedes, on le rappelle, vous êtes le responsable presse et relations publiques de Grégory Delepine. On a beaucoup entendu parler depuis 2-3 ans d'airbag extérieur. Vous travaillez dessus, vous aussi, ou non? Alors oui, il y a aussi des solutions qui sont pour lorsqu'une collision frontale avec un piéton.
où vous avez, en fait, on s'est rendu compte en observant la traumatologie de ces piétons et la traumatologie des gens dans les accidents, suite à un accident. On s'est rendu compte que c'était surtout le choc à la tête qui pouvait être mortel, ou en tout cas le plus dangereux. Et il existe des airbags qui viennent se caler entre le pare-brise et le capot et qui viennent lorsque un piéton est détecté, un choc frontal sur le pare-choc, viennent aussi avec une explosion se déployer et atténuer le choc et créer une espèce de coussin amortisseur pour diminuer les causes graves de ce type d'accident. Oui. Bon, super. Bon anniversaire. Oui, joyeux anniversaire. Merci Grégory. Merci. Merci Grégory de Lépine. Et on rappelle que si on avait Grégory, qui est un des représentants de Mercedes, c'est que l'airbag a été créé il y a 50 ans. Aujourd'hui, par Mercedes. 23 octobre 1971. Voilà. C'est eux en tout cas qui l'ont mis les premiers sur le marché. Je vous invite à aller voir les vidéos des ingénieurs qui testent le truc vraiment. C'est-à-dire, ils sont sur un chariot, il y a un volant avec un airbag, boum, ça tape, et paf, ça leur pète dans le nez. Le gars, il a des lunettes sur la tête, et il se retrouve avec les lunettes complètement de biais. Mais ça, c'était dans les années 70-80. Même encore maintenant. C'est en 71 quand ils ont vraiment mis au point ça. Ouais. Retour vers l'histoire. Merci beaucoup. Allez, tout de suite. Et juste avant de parler de cette fameuse voiture qui vous permettra de rouler près de 300 km, voire un petit chouille plus, pour seulement 4,24 €, alors qu'on est tous en train de regarder nos porte-monnaies. Je réduis encore, moi. Moi, je suis une fille, moi. 4,64 €, et bien tout de suite, c'est la question pratique. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Je fais le feignant en fait là. On accueille Gilbert déjà. Ouais. On va pas faire le feignant tout de suite, on va faire déjà les gens trop contents d'avoir nos auditeurs. On n'a pas Gilbert. C'est une question de Gilbert. Qui dit: je suis obligé de brancher un booster pour démarrer une voiture alors que la batterie n'a pas plus de 15 mois. Est-ce normal? Et quelle solution? Alors maintenant, vous voyez, je vais la faire cool. Moi, je vais aller boire un verre. C'est la Toussaint, vous savez, c'est les vacances de la Toussaint. On va poser la question vraiment à quelqu'un qui est un spécialiste. Et on a Abel Santirso qu'on a déjà eu avec nous, qui est le directeur des ventes. Qui est le directeur des ventes Europe de CETEX et le leader des chargeurs de batterie. Il est avec nous. Bonjour Abel. Bonjour Jean-Luc, bonjour Laurence. Moi, je vais vous laisser bosser avec Laurence. Moi, je vais aller faire un tour. Question de Gilbert. Alors il y a une batterie presque neuve. Alors, je suis obligé de brancher un booster pour démarrer une voiture alors que la batterie n'a pas plus de 15 mois. Est-ce normal? Et quelles sont les solutions? J'ai bien fait, Gilbert? Oui. Ok. Ouais. Alors, faudrait mettre des lunettes noires pour mieux faire Gilbert encore. Et enlever mes airbags. Pardon. Grande question malheureusement d'actualité. Donc, comme nous l'avions déjà signalé dans l'émission, il y a un problème de surconsommation électronique des véhicules, même à l'arrêt, même fermés. Donc, fatalement, les batteries... Oui, ça veut dire quoi, Abel? Ça veut dire que 15 jours sans rouler avec la voiture, on a pratiquement une chance sur deux d'avoir une batterie à plat. On est d'accord? Oui, sur certains véhicules, c'est même une semaine. Donc, on est vraiment dans des situations de surconsommation. Et malheureusement, il n'y a pas de mystère. Il faut, dans la mesure du possible, charger et maintenir en charge sa batterie. Et c'est vraiment aujourd'hui une obligation. Donc, beaucoup de fabricants de batteries nous vendent des batteries sans maintenance, mais plus que jamais aujourd'hui, il faut maintenir sa batterie parce que s'il est vrai qu'il ne faut plus rajouter d'acide ou d'eau, il est vraiment nécessaire de la recharger régulièrement. Absolument. Alors, si on a un garage avec une prise de courant, c'est pas compliqué, on achète un chargeur, ça peut être un CETEC ou ça peut être une autre marque. Mais si la voiture, elle dort dans la rue, je fais comment? Alors, de plus en plus aujourd'hui, on considère que le parc moyen de voitures qui dort dehors, c'est à peu près 45% à 47%. Si on dort dehors, il faut au minimum faire une charge tous les 3 mois. Si on peut le faire par l'intermédiaire d'une prise électrique, c'est bien. Si on peut pas, CETEC a développé un chargeur qui s'appelle le CETEC CS Free qui permet une charge à travers des accus lithium. Donc on n'a pas besoin de prise. C'est-à-dire on charge le chargeur chez soi. Oui. Et quand la batterie du chargeur est pleine, on branche sur sa batterie et ça recharge la batterie. Mais ça vaut pour les batteries de ma voiture thermique. Et ça marche pour toutes les batteries, ça? Oui, qu'elle soit plomb acide ou qu'elle soit lithium, aucun problème, on va pouvoir recharger sa batterie. Alors tout dépend, bien entendu, de l'état de la batterie. Oui, si elle est foutue, ça ne chargera pas un truc qui marche ça, plus. de toute façon. Et si la batterie est très vide,
Ce qu'on peut faire, en fait, c'est qu'on va devoir recharger 2, 3, voire 4 fois le CS-Free en fonction de l'état de charge de la batterie. Mais en tout cas, on va apporter à la batterie la tension suffisante pour pouvoir redémarrer le véhicule. Moi, j'adore cette émission, parce que j'apprends plein de choses avec vous, l'ami Jean-Luc Moreau et Abel Santirso, directeur des ventes Europe de CETEC et leader des chargeurs de batterie. Et ça coûte combien, là? Attends, c'est que j'ai une question à poser. C'est que moi, j'ai jamais chargé mes batteries. C'est une grosse erreur. Mais je tombe des nues. C'est-à-dire c'est une grosse erreur, Laurence. Alors, ça veut dire que vous allez diminuer parce que, en fait, aujourd'hui, alors je le dis, mais Abel le dira mieux que moi. Aujourd'hui, les voitures, pour économiser du carburant, ne rechargent plus les batteries totalement. L'alternateur, il fournit pas en permanence du courant. Donc on est toujours avec une batterie qui est un petit peu à la limite. Et avec le temps, le fait de ne jamais être chargée complètement, cette batterie, elle va s'user plus vite. Mais dans combien de temps? Aujourd'hui, une batterie sur votre voiture, en plus, il y a un stop and start. Oui, mais je m'en sers pas beaucoup, j'aime pas. Ouais, mais c'est une batterie, c'est 4 ans. On peut doubler la durée de vie si on la charge régulièrement. Oui, en faisant une charge tous les 3 mois, on peut même arriver jusqu'à tripler la durée de vie d'une batterie. Mais et au prix où sont les batteries aujourd'hui, type AGM, les batteries start and stop, le chargeur est très vite amorti en fait. Et puis là, on arrive dans l'hiver, donc il va y avoir des mauvaises surprises. Donc autant le faire maintenant. Les batteries, ça abîme l'été parce que c'est la chaleur qui abîme les batteries, mais par contre, elles meurent l'hiver. C'est ça. Voilà. En fait, on tombe en panne de batterie l'hiver. Donc si on le fait maintenant, c'est pas bête. Oui, ça peut être un beau cadeau de Noël, tiens, voilà. Une batterie. Oui, une batterie. Une batterie de cuisine. Une batterie de cuisine. Non, mais alors sur une petite boutique, j'en ai. Ça m'intéresse, je viens de changer ma cuisine. Non mais sérieux, j'ai une très très belle batterie de cuisine. C'est vrai, mais qui va sur l'induction. Oui, évidemment. Et en plus, je vous livre à domicile. Formidable. Bon, dites-moi, on va parler de auto. Merci Abel. Combien ça coûte le chargeur? On l'a pas dit, tiens. Alors, dans la gamme CETEC, vous avez des chargeurs qui démarrent à partir de environ de 59 €. Ici, évidemment, on est sur notre top gamme et on va le trouver aux alentours de 349 € en magasin. Ça fait un beau cadeau de Noël. Merci Abel. Mais avec grand plaisir. Merci beaucoup. Abel Santirso, qui est le directeur des ventes Europe de CETEC, CTEK, si vous voulez voir un peu sur Internet tout ce qu'ils font. Leader des chargeurs de batterie. À savoir que dans quelques instants, c'est une batterie de hurrah, d'applaudissements que nous allons servir à l'ami Jean-Luc Moreau, qui nous annonce dans l'essai de la semaine avec sa voiture que l'on va pouvoir pour 4,64 €, soyons précis, faire plus de 300 km. Allez, c'est à voir. C'est l'essai de la semaine, c'est dans moins de 3 minutes. Déjà, achetez vos pneus si vous êtes dans les 42 départements qui sont touchés par la loi montagne. Je crois que c'est 48 maintenant. 48 maintenant Faites-vous partie, heureusement que vous êtes là, de ceux qui ont acheté en avance. La semaine prochaine, on fera la liste précise des départements et des villes. Parce qu'il y a des maires qui ont dit, vous savez, il y a une tolérance qui va être accordée. C'est obligatoire, mais vous ne serez pas verbalisé, sauf si le maire décide que vous serez verbalisé. Et il y a des communes, on aura un maire avec nous la semaine prochaine qui nous dira, moi j'applique la loi, vous serez verbalisé si vous n'avez pas l'équipement adéquat pour circuler cet hiver. Et c'est début novembre, donc ça va bien très vite, là, c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. C'est un peu, c'est lundi 2. Oui, lundi 1er, on en parlera la semaine prochaine et ça sera application la semaine d'après. On va y arriver. Mais tout de suite, vous allez nous permettre de prendre le volant d'une voiture qui ne consomme rien, à pas cher. Et en ce moment, comment vous dire que je pense que ça nous intéresse tous? Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Elle a eu du mal à démarrer la voiture. La Kia, alors EV6, pour que tout le monde connaisse, comprenne la cousine de la Hyundai Ioniq 5 qu'on a déjà essayé. Elle partage la même base, donc une plateforme 100% électrique. C'est avec une grosse batterie, 77,4 kWh. C'est des motorisations avec une gamme de motorisation assez complète qui va... Sur mon modèle d'essai, 229 chevaux, c'est le modèle de base, mais c'est déjà pas mal, 229 chevaux, et qui ira jusqu'à 585 chevaux. Ça, c'est ceux qui veulent faire crier leurs passagères, qui achèteront ce modèle-là. Non, mais c'est quoi ça? Crier de peur, De peur, oui, bien sûr. Alors, une ligne assez fluide qui cache des dimensions généreuses. Je vous invite à aller voir la voiture. Et d'ailleurs, il y a une vidéo. Alors, comme la voiture était très intéressante, la vidéo, je crois qu'elle fait 17 minutes. Donc, vous irez prendre un peu de temps. Sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Exactement. Donc, 4,68 m de long, 1,88 m de large, 1,55 m de haut. C'est une grosse voiture. Caractéristique très intéressante. Il y a un empattement. Donc, c'est l'espace entre les roues avant et arrière de 2,90 m. Donc, c'est gigantesque. Alors, on a un coffre qui est moyen pour une voiture de cette taille, mais suffisant, qui fait 490 litres. Mais par contre, quand vous montez à l'arrière, vous avez vraiment l'impression d'être dans une limousine. On peut étendre ses jambes. Ça, c'est vraiment super. À l'avant, il y a aussi une sensation d'espace qui est bien présente. Personnellement, j'aime beaucoup la présentation intérieure de la voiture. Vous avez en particulier... alors déjà, ce qui est remarquable, c'est beaucoup de plastiques sont issus de matériaux recyclés.
Et malgré ça, la qualité de fabrication paraît excellente. Comme quoi, on peut faire des trucs bien avec du recyclage. On est presque sur une super berline, quand même. Ouais, et puis vous avez alors ce grand tableau de bord. C'est en fait 2 écrans énormes de 12,3 pouces qui sont face à vous sur une planche incurvée. Évidemment, c'est paramétrable. Et ce qui est bien, parce que souvent, vous savez, moi j'aime bien les boutons d'accès direct à certaines fonctions. Ce qui oblige, comme dans certaines Porsche, à avoir un tableau de bord de Boeing et on s'y retrouve pas. Mais là, ils ont été très malins, c'est-à-dire que vous avez une petite bande de commande qui est paramétrable, c'est-à-dire que vous appuyez sur le bouton, c'est les boutons pour commander la clim en direct, vous rappuyez sur le bouton, vous avez accès à la navigation, etc. etc. C'est une super idée. C'est les premiers à faire ça et je trouve que ça, c'est une super idée. Vous avez un système qui permet, alors c'est rigolo aussi, ça s'appelle l'option V2L, qui permet à la fois d'alimenter votre machine, admettons que vous avez une prise au travail, vous faites le plein de votre voiture électrique au travail, vous rentrez chez vous, vous faites fonctionner la machine à laver et toute la maison, et même pendant longtemps avec l'énergie qui est dans la batterie, parce que 77,4 kWh, vous avez une semaine pratiquement de télévision, de machine à laver, de four, etc. chez vous. Et vous pouvez récupérer l'énergie dans ce sens-là, et ça va même plus loin. Vous avez une deuxième voiture électrique, vous pouvez la recharger à partir de votre voiture. Elle a cette fonction-là aussi. Vous pouvez même dire, tiens, tu as le droit de me prendre 20%, 30%, 40% de la batterie. Vous programmez ce que la batterie va redonner à un autre véhicule électrique. Vous pouvez charger un deuxième véhicule électrique avec cette voiture-là. Je peux donner de l'électricité à ma maison. Il faut avoir un système particulier. Non, il y a une prise à l'intérieur de la voiture. Donc ça fonctionne très bien. C'est dingue. Voilà. Alors, on avait essayé la Ioniq 5 qui m'avait un petit peu déçu parce qu'on avait une version haut de gamme avec des grandes roues et j'avais trouvé un petit peu raide. Et là, Kia a choisi un système d'amortissement qui est original. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais ça procure beaucoup de confort sur une route dégradée et une tenue de route qui est excellente. Et globalement, et en plus sans avoir besoin d'une suspension pilotée électronique qui est chère. En plus, la version, je vous l'ai dit, on a essayé la version de base, entre guillemets, avec des roues de 19 pouces. Elle est donc extrêmement confortable, plus que sa cousine. Vous avez un système de récupération d'énergie, vous savez, avec des palettes au volant, qui permet de conduire ce qu'on appelle en e-pédale, donc sans jamais avoir besoin d'utiliser la pédale de frein. Et vous avez plus intelligent encore un système automatique qui, en fonction du trafic, le radar devant détermine si, oui ou non, je mets beaucoup de frein moteur. Vous vous occupez de rien, c'est la voiture qui gère toute seule. Bon, 229 chevaux, elle fait quand même 2 tonnes 100 la voiture. Vous allez me dire, ah là, le malus, là, ça va faire mal. Hein. Non, parce que les véhicules électriques seront quand même assez épargnés par ça. Oui, mais les véhicules électriques auront, je pense, un dégrèvement. Voilà. 0 à 100 7 secondes 9, c'est plutôt pas mal. Si vous voulez faire peur à votre voisine, je vous ai dit à votre voisin, ou à votre voisin, avec vous aurez une version 585 chevaux. J'ai essayé la version 4 roues motrices, parce que là c'est une propulsion en 229 chevaux à 325 chevaux et 600 Nm de coupe. Franchement, ça marche vraiment très bien. Mais je resterai quand même sur la petite. Pourquoi ? Parce que Kia annonce 528 km d'autonomie. Alors ça, c'est plutôt en ville. Pendant l'essai, j'ai consommé en moyenne 18,1 kWh. Ça fait une autonomie théorique de 425 km, mais le vrai truc sympa, c'est que vous avez de la charge ultra rapide. Je me suis arrêté, j'avais 19% dans la batterie, je me suis arrêté à une borne Ionity. 16 minutes exactement après, j'étais à 80%. Ça veut dire que j'avais récupéré 300 km d'autonomie pour un prix de 4,64 €. C'est absolument sans concurrence. Ça fait 1,55 € les 100 km. C'est imbattable. Et vous chargez, je vous ai dit, 16 minutes. Enfin, comme je filme, j'avais sorti mon matériel et tout. La voiture avait chargé avant que j'ai fini de faire les séquences. Donc vous pouvez aller prendre un café. Bon, c'est un peu plus long qu'un plein de carburant classique, mais 16 minutes, on commence à atteindre des temps totalement gérable. En plus, le prix est pas monstrueux. C'est une grosse voiture, n'oubliez pas, elle est puissante, elle est bien équipée, 47 990 €. Oui, mais vous avez 2 000 € de bonus et puis vous pouvez encore avoir une aide supplémentaire si vous mettez un vieux véhicule à la casse. Donc, on va dire aux alentours de 45 000 € pour une voiture de cette puissance-là et de ce gabarit-là. C'est un bon rapport qualité-prix pour vous. On est dans le prix d'un véhicule thermique équivalent. Hein. Donc c'est pas plus cher, par contre ça coûte beaucoup moins cher à rouler. Et c'est garanti 7 ans aussi. Et elle va demander une installation de prise à la maison un peu particulière si je veux recharger. Mais si vous rechargez à la maison, ça rechargera évidemment beaucoup plus doucement, mais vous en fichez si vous avez toute la nuit pour recharger chez vous. Mais c'est quoi le coût d'une installation de ce genre de prise à la maison ? Alors vous avez tout intérêt à quand même installer une borne un petit peu rapide qui va au moins, alors tout dépend de ce que vous avez comme installation à la maison, mais au moins jusqu'en 22 kW, ça va vous coûter 1 500 €. Alors pareil, il y a des aides qui peuvent être accordées pour l'installation d'une prise à la maison, mais il faut être
En maison individuelle, c'est quand même plus simple. Bon, en tout cas, vous êtes plutôt très content. Non, c'est vraiment une très bonne surprise, cette voiture. Et puis alors, c'est un peu imbattable maintenant. En 16 minutes en recharge, on peut faire surtout, à peu près 300 km pour 4,64 €. Surtout en prix. Alors, on va en parler juste après, tiens, des prix d'Ionity. Oui. On fait ça. Voilà. Bon, mais en tout cas, merci. Et je vous rappelle que vous retrouvez sur la chaîne YouTube de Sud Radio, où vous êtes maintenant plus de 400 000 à nous suivre et on vous en remercie. L'essai filmé de l'ami Jean-Luc sur cette fameuse Kia EV6. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au super-éthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et nous allons évidemment parler là d'environnement avec les fameuses charges Ionity dont vous nous parlez précédemment avec les voitures. Ouais. Alors, c'est bien intelligent. Ce qui est casse-pied, quand on va charger sa voiture à l'extérieur de chez soi, c'est qu'il faut avoir une carte qui correspond. Enfin, les collectivités territoriales ont fait leur carte, les grands groupes ont fait leur carte, les constructeurs ont fait leur carte. C'est du n'importe quoi. Vous vous baladez avec, vous savez, comme aux États-Unis pendant un moment, entre les cartes de fidélité, les cartes de crédit, les trucs, les machins. Si vous rajoutez les cartes de carburant entre guillemets pour faire le plein d'électricité, vous vous baladez avec une vingtaine ou une trentaine de cartes dans votre portefeuille. On est d'accord. Donc Ionity a dit bon, stop, ça va bien. Ils ont mis en place un système, ça vient d'être mis en place. Il y a déjà des marques qui acceptent ce système-là. Ça s'appelle plug and charge. En gros, vous arrivez à la borne, vous branchez la voiture, la borne reconnaît la voiture, elle sait que vous êtes le propriétaire de la voiture, vous n'avez rien à faire, la facture est directement prélevée sur votre compte en banque. Vous n'avez pas besoin d'intervenir à aucun moment. Pas besoin de carte. Exactement, plus besoin de carte pour se charger. Alors Ionity, c'est de la charge ultra rapide, jusqu'à 350 kW, c'est énorme. C'est avec ça que moi j'ai fait le plein donc en 16 minutes. En 16 minutes, j'ai fait 19,80% en 16 minutes. Donc on peut considérer qu'on va faire des grands trajets. Que les 20 derniers pourcents sont toujours les plus longs, non ? Oui, il faut pas vous le verrez dans la vidéo, je l'explique et l'ordinateur de la voiture l'explique. Les 20 derniers pourcents, ça sert à rien d'aller les chercher parce que ça va vous prendre 3 fois plus de temps. Pourquoi ? Alors moi j'ai une image que les gens comprennent bien. Quand vous remplissez un récipient, au début vous remplissez fort et si vous voulez le remplir à rabord, vous allez remplir tout doucement pour éviter que ça déborde. C'est exactement la même chose. D'accord. Il y a une deuxième image qui est pas mal aussi, un parking, quand il est vide, vous arrivez, imaginez vous êtes un électron, le parking est vide, vous arrivez, hop, vous garez n'importe quelle place, quand le parking commence à être plein, vous allez tourner avant de trouver une place. L'électron c'est pareil, dans la batterie il va chercher une place pour se garer, donc plus on cherche à remplir la batterie complètement, plus ça prend de temps. Donc charger jusqu'à 80%, c'est bien. Alors, ce qui faisait que le prix de ma charge de la Kia était pas très cher, c'est que Kia fait partie du consortium Ionity. Donc, ils ont des tarifs préférentiels. Ça coûte 29 centimes la minute. Donc, plus la voiture charge vite, moins ça coûte cher. C'est pour ça que la charge ne coûtait pas très cher. Ça coûterait plus cher si je chargeais sur le réseau Ionity avec une Renault ou une Peugeot. Mais malheureusement, je peux pas parce qu'en plus, ils ne font pas partie du consortium. Les Français ont décidé en la matière de faire bande à part, comme on avait fait à l'époque quand il y a eu les prises de charge. L'Europe a dit ça sera de la type 2. Nous, en France, on a dit non, mais on est plus malin que tout le monde. On va faire une prise à nous que personne d'autre n'a adoptée. C'était la type 3. Donc ça a coûté des centaines de millions pour remplacer les prises qui avaient été mises au début. Merci Schneider Electric. Voilà. Non, faut balancer les gens qui sont des freins en fait. Donc là, c'est la même chose. Renault et Stellantis, pourquoi ils participent pas à Ionity? Ça marche très bien. Ça se développe partout en Europe. Tous les grands constructeurs en font partie. Ça serait bien quand même. Voilà. Je pense que c'est dans les tuyaux quand même. A priori, non. Et en fait, en plus, je vous ai dit, c'est facturé en ce moment à la minute. C'est pas très juste puisque les voitures qui chargent très vite, du coup, elles payent moins cher que... Qui sont des voitures très chères. Une Porsche, qui est celle qui charge le plus vite, va payer le moins cher. Alors que vous arrivez avec une petite voiture, ça va vous coûter 3 ou 4 fois le prix. Et là, Ionity, ça change un peu, les plug and charge Alors, sur le plug and charge, ça y est, c'est acté, ça fonctionne déjà sur certains véhicules. Et sur le prix, c'est en discussion, parce que ça, c'est la réglementation française qui impose de facturer du temps et non pas
une quantité d'énergie distribuée. C'est un peu comme si vous arriviez à la pompe à essence et qu'on vous dise, c'est en fonction du temps que vous allez passer pour faire le plein que ça va vous coûter de l'argent. Et pas du tout sur le nombre de litres. Il est où le bon sens là ? Il est nulle part. Il n'y a que les fournisseurs d'énergie qui peuvent vous facturer des kilowattheures. Et il faut que la réglementation change. Voilà un vrai dossier. Tiens, Barbara Pompili, au lieu de se répandre à droite à gauche en tweet sur des trucs qui n'ont aucun intérêt, ferait mieux de se concentrer sur ça pour que ça fasse avancer le public. Non, vous êtes remonté, l'ami Jean-Luc. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, franchement. Alors quand même, une bonne nouvelle cette semaine, c'est que les bonus écologiques vont être prolongés. Vous voyez, comme quoi Pompili, des fois, elle tweet des trucs qui nous font plaisir. Donc, le bonus de 6 000 €, c'était 7 000 avant, mais depuis le 1er juillet, c'est 6 000 €, qui devait être réduit encore de 1 000 €. Ça, c'est pour l'électrique. Lui, il reste. Va rester. Et l'hybride qui devait disparaître reste aussi. Voilà. Alors, il y a quand même un truc, parce que quand même quelque chose sur lesquels il n'y a pas eu de précision, c'est que maintenant, jusqu'à présent, on avait 6 000 € de bonus pour un véhicule de moins de 45 000 €. Donc, est-ce que ce plafond de 45 000 € va rester ou pas ? Mystère et boule de gomme, parce que s'ils disent OK, on garde 6 000 € mais on descend à 20 000, le plafond, il n'y a plus aucun véhicule. Et vous savez quoi, l'ami Jean-Luc, les émissions auto sur Sud Radio ont encore de belles années, surtout cette année électorale où ça va dans tous les sens. Pour dénoncer en plus les inepties, parce que c'est des inepties tout ça. Franchement, le bonus écologique aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas un spécialiste, bonjour. Déjà qu'on est perdu de savoir quelle voiture on achète, selon ce qu'on a besoin, avec ce qu'on a le droit de rouler encore ou pas. Enfin, c'est un peu un bazar. Après, vous avez la prime de conversion. Si vous voulez une bonne migraine pour le reste de la journée. Non, merci. Merci pour ce point sur la fameuse Ioniq, cette borne plug and charge où vous n'aurez plus besoin de carte. Clac, on se branche et c'est parti. Yes, clac. Ça te branche ? Tu fais quoi ce soir ? Tu me branches ? Je peux pas, ma mère veut pas. Allez, dans quelques instants, on arrive à la fin de notre rendez-vous. Nous allons parler pneus, puisqu'il y a évidemment cette loi montagne qui arrive début novembre. Est-ce que ça booste le marché des 4 saisons ? On en parle tout à l'heure, là, on va envoyer la pub. On aura un pizzaiolo avec nous. Il est plus bavard que moi, cet homme. Et puis juste après, c'est quel auto choisir avec vous. Vous nous appelez au 0826 300 300 et l'ami Jean-Luc vous aidera à choisir votre prochain véhicule. Aujourd'hui, on accueille Sabine Liétard, qui est responsable marketing France de Michelin, pour parler des fameuses lois, la loi montagne. Ah, mais quel sujet du moment. Bonjour Sabine. Bonjour. Alors, selon une étude récente du syndicat des professionnels du pneu, 66% des automobilistes affirment avoir des pneus toute saison sur leur voiture, alors que bizarrement, c'est un marché qui représente que 12% des pneus. On a un problème. C'est quoi le problème ? C'est des menteurs. Non, je pense pas que ce soit des menteurs. Je pense que ce sont simplement des personnes qui, effectivement, roulent toute l'année avec leur pneumatique et qui sont pas tout à fait conscients que ils s'exposent à des risques dans les conditions hivernales, qu'elles soient occasionnelles ou qu'elles soient fréquentes. Mais en fait, ça veut dire que les gens pensent qu'ils ont des pneus 4 saisons et c'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas, non, en effet. D'accord. Le marché du pneu 4 Le pneu 4 saisons, il est en pleine augmentation aujourd'hui. C'est un marché récent parce que c'est pas des pneus qui existent depuis très longtemps. Et puis surtout, c'est des pneus qui viennent de faire des progrès considérables. Oui, en effet, la demande pour le pneu du marché 4 saisons a augmenté fortement depuis 2015, l'année de lancement de la première génération du Michelin Cross Climate. Et ça correspond en fait pile aux attentes des automobilistes. Pourquoi ? Parce qu'ils cherchent à être en sécurité, c'est la première attente pour le pneumatique, et en sécurité toute l'année. Et en plus de ça, ils ont la tranquillité d'esprit de ne pas avoir à réfléchir s'ils sont bien équipés, de ne pas avoir à penser à aller changer leur pneumatique en hiver, à faire du gardiennage, etc. Donc là, on est tranquille. En fait, si on a des 4 saisons, on est tranquille toute l'année. On est tranquille avec la loi montagne, on est tranquille partout. En clair, est-ce que ça veut dire que demain, les pneus 4 saisons vont remplacer les pneus été et les pneus hiver ? On pense effectivement qu'une partie du marché peut basculer vers du pneumatique 4 saisons pour les raisons que j'évoquais précédemment. On peut envisager à terme que ça représente à peu près un tiers du marché. Mais pourquoi les constructeurs, quand on achète une voiture neuve, pourquoi c'est en première montre directement ? Ça paraîtrait tellement logique. Cette demande naturelle des automobilistes, les constructeurs l'ont aussi entendue, et donc on a aujourd'hui quelques constructeurs comme par exemple Peugeot ou Volvo qui font des demandes pour des équipements d'origine en pneumatique 4 saisons. D'accord. Et sur les véhicules électriques, le 4 saisons, ça fonctionne aussi ? Oui, ça fonctionne aussi. Donc aujourd'hui, nous avons lancé en septembre la deuxième génération du Michelin Cross Climate 2 qui va offrir
plus de 105 dimensions qui va permettre d'équiper la quasi-totalité des automobilistes qui roulent en France. Alors Sabine, tiens, la question qui fâche. Avec les prix du carburant en ce moment, on est au décilitre près, et avec des pneus 4 saisons, jusqu'à présent, on consommait un petit peu plus qu'avec un pneu été. Est-ce que ça s'est amélioré ? Oui, en effet, nous avons sur cette nouvelle génération de Michelin Cross Skymet 2 beaucoup travaillé les aspects sécuritaires évidemment, mais aussi les aspects d'efficacité énergétique. On appelle ça chez nous la résistance au roulement. Et donc dans cette nouvelle génération, grâce aux efforts de recherche et développement qui ont été faits, nous allons pouvoir proposer un pneumatique efficace et très proche des résultats d'un pneu été aujourd'hui. Donc il ne consomme pas plus, on avait dit c'est 5% plus cher, 10% plus cher, c'est combien qu'un pneu été ? Alors en fait, il y a énormément de dimensions. Chaque véhicule a ses propres dimensions. Mais si je vous prends la dimension la plus répandue sur le marché français, qui équipe aujourd'hui des véhicules de type 308 ou Golf, on se retrouve avec un écart de prix autour de 10 €. C'est-à-dire que pour 10 € de plus par pneumatique, vous roulez en toute sécurité, en toute sérénité. Dernière question, en 30 secondes, parce que je sais que c'est une question qui nous intéresse aussi pour les voitures électriques, parce que c'est pas le même poids. Un pneu 4 saisons, c'est pas plus lourd qu'un pneu traditionnel. Mais ça fonctionne aussi sur les... Oui, ça fonctionne aussi. Non, mais c'est la voiture qui n'a pas le même poids, ça que je veux dire. Oui, dans ce sens-là. Ah oui, d'accord. C'est comme moi quand j'ai pris mes 12 kilos, j'ai pas le même poids qu'il y a quelques mois. Bon, merci beaucoup. Ce qu'on peut chausser pour Laurence. Bon. Merci beaucoup Sabine. Merci Sabine. Merci à vous. Merci Sabine Lieta, responsable marketing France de Michelin, qui est une maison qu'on aime beaucoup. Oui. Franco-française bien sûr, mais tellement le patrimoine français aussi. Allez. Excellence française. Excellence française, exactement. Allez, on passe maintenant à quel auto choisir avec Joe qui nous rejoint. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Sud Radio, on parle auto. Quel auto choisir ? Bonjour Joe. Bonjour Joe. Oui, bonjour à vous. Bonjour. Bien, on va bien. Joe, il nous reste 2 minutes 30, on vous écoute. Alors, on va aller très rapide. J'envisage en fait, c'est quel auto choisir au pluriel. J'envisage de changer mes deux voitures. Voilà. J'envisage de changer mes 2 voitures. Une pour ma femme où je veux du coffre. Et du coffre et du confort. Et une urbaine pour moi, petite. Budget pour la grande voiture, on va dire aux environs de 20 000 €. Et le budget pour l'urbaine, on va dire entre 7 000 et 10 000. Je peux aller jusqu'à 10 000 si j'ai un petit coup de cœur. D'accord. Vous aviez vu quoi en petite ? On commence par la petite, ça va plus vite. On m'a conseillé la Twingo. Parce que facile d'entretien. C'est un peu ferme en suspension, voilà. Bon, c'est fiable. Je vais vous faire une autre proposition. Alors la Twingo, d'abord, si vous la prenez obligatoirement avec le moteur TCE 900 cm3 et la boîte EDC6, donc la boîte robotisée. Pourquoi ? Parce que la boîte, elle gomme certaines imperfections du moteur. Et là, vous avez, c'est le mariage idéal des deux, c'est ça. Donc la Twingo, vous trouverez dans votre budget à 7 000 €, vous trouverez avec le DC6, il n'y a pas de problème. J'ai une autre proposition à vous faire, c'est une Kia Picanto 2. En termes de fiabilité, c'est très bien. C'est peut-être un véhicule qui aura un petit peu plus de pêche pour faire de la route. Voilà. C'est cool ça. Donc fiable. Les deux sont fiables, donc il n'y a pas de problème. Et puis même pour une urbaine, aujourd'hui, avoir un peu de pêche, c'est bien, parce qu'avec toutes les trottinettes et les vélos qui débarquent dans un sens ou dans un autre, il faut pouvoir réagir aussi. Non, mais surtout, elle tourne dans un mouchoir de poche, et c'est vrai qu'en l'une et l'autre, et c'est vrai qu'en ville, c'est extrêmement bien. Je suis d'accord. Picanto, il faut un 5 portes. Oui, c'est 5 portes. C'est 5 portes. Les deux, c'est 5 portes. Donc, alors, pour la grosse, mais elle fait quoi comme trajet, votre femme ? Parce que c'est ça la vraie question. Saint-Germain-en-Laye, Nanterre. Donc, 20 km. Donc, alors, pas du diesel déjà, merci, au revoir. Je confirme. Pas d'électrique parce que je suis en copropriété. Donc pas d'électrique, pas d'hybride rechargeable non plus, puisque vous ne pourrez pas recharger, donc ça n'a aucun intérêt de trimballer une grosse batterie. Vous voulez un grand coffre, donc pourquoi pas un break ? Fiable ? Dans votre budget, alors de toute façon de l'hybride fiable dans votre budget avec un grand coffre, il n'y a pas 50 000 solutions. Il y en a 2 pour moi. Il y a le Toyota RAV4. Sympa, mais un SUV un peu gros, 197 chevaux, ça marche bien. On trouve des RAV4 de 2016 dans votre budget. Et puis, sinon, une Auris Touring Sport, donc c'est break. Là, vous avez un coffre gigantesque, vous pourrez transporter votre maison dedans. C'est un petit peu moins fun à conduire que le RAV4. Ça reste une grande voiture aussi. Les deux, c'est hyper fiable. Super. Donc, d'occasion, vous pouvez presque y aller les yeux fermés. Et les Allemandes, non ? Les Allemandes, vous n'aurez pas de l'hybride, vous aurez de l'hybride rechargeable, vous n'aurez pas d'hybride dans ce que vous recherchez. Voilà. Puis dans ces budgets-là. Et en essence ?
Mais en essence, si vous faites du petit trajet en agglomération, Ouais. vous allez consommer monstrueusement. Donc non, partez plutôt sur l'hybride. Ok. D'accord. Bon, Joe. Bah, c'est noté. Eh ben super. Passez un Merci à super vous, en tout week-end. cas. Merci. Vous nous enverrez des photos des deux. Avec plaisir. On vous Avec embrasse. plaisir. Merci, au Bon revoir. week-end, au revoir. Allez, et puis n'oubliez pas d'embrasser votre voiture, tous que vous êtes à nous écouter, car Ouais. ce sont les 50 ans de l'airbag. C'était une journée anniversaire. Non, ne faites pas connaissance avec l'airbag aujourd'hui. Non. Par contre, Non, c'est mais une vous mauvaise pouvez idée. faire, Il faut bon l'avoir anniversaire. présent avec soi, mais ne jamais faire sa connaissance. Bon anniversaire à l'airbag. Merci beaucoup, l'ami Jean-Luc. À la semaine prochaine, Avec Madame Laurence. bonheur, avec plaisir. Et quant à vous, on vous souhaite un super week-end tout de suite.